Ok, donc du coup, allons-y, on va commencer. Alors, je ne peux pas faire 4000 trucs en même temps, mais on va essayer. Ok. Donc, bienvenue ouais, à un séminaire, à ce séminaire-là, qui est la première session de ce séminaire, qui s'appelle CSPM, Compositional. Alors, une seconde. Donc, Compositional Structures and Probabilistic Modeling. Donc, je vais l'écrire. Hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez le tableau. Mal, ça va? Ça Bien. va, ça va. Donc, le but, c'est simplement de ce séminaire, c'est de rassembler c'est de trouver une sorte de thématique commune entre des personnes qui s'intéressent à de la géométrie et de la topologie et des personnes qui s'intéressent à de l'analyse de données sur des données qui ont des structures, des graphes, des complexes simpliciaux et d'essayer de se tenir informé de ce qui se fait. Alors, c'est assez informel, c'est-à-dire que là, pour le moment, c'est simplement prendre un corpus de texte et le présenter. Il y a Elfrégé qui, là, avait déjà fait ça, ce mode de séminaire ou de groupe de travail que je trouve qui est vraiment très, très bien. C'est-à-dire, on présente, même si on fait des erreurs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir avancer ensemble. On pose des questions, c'est ouvert. Et à la rigueur, des intervenants, eux, peuvent ensuite prendre le relais pendant une autre séance et présenter une partie de choses qui les intéresseraient. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à deux types de structures. Donc le premier, ça va être donc des GNN, les GNN et des généralisations des GNN, donc des Graph Neural Network. Hop. Donc, on va s'intéresser donc aujourd'hui donc, à des généralisations d'un côté des Graph Neural Network, qui s'appellent les Shift Neural Network. Alors, on pourrait retracer l'origine de ces structures à 2014. On peut le voir dans la thèse de Curie. Alors, je vais donner les références juste après. Et alors, une deuxième version, qui est une généralisation des modèles graphiques. Alors, il n'y a pas vraiment de nom sur ça, mais vous verrez, c'est des structures. En fait, les deux étudient des choses assez similaires, mais pas les mêmes opérations de diffusion, qui sont des représentations de possèdes avec une information probabiliste. Et ça, c'est mes travaux à moi. Donc, c'est disons, à partir de 2021. Ok, alors je vais vous donner des références déjà. Donc, on peut faire probablement donc, plusieurs séances sur ces thématiques-là parce qu'il y a beaucoup à traiter. Il y a beaucoup à dire. Bien Est-ce sûr. qu'on peut, Oui. est-ce qu'on peut changer le focus? Parce que là, on voit surtout la lampe qui est au plafond. Alors attends, est-ce que comme ça c'est bon ou pas? Ah, c'est beaucoup mieux. Et ok, donc je vais rester sur le tableau du milieu. Alors, ouais, n'hésitez pas à me dire, c'est vraiment à la main la préparation de l'audio et de la vidéo. Donc on va se concentrer. Donc ça, j'imagine que vous n'êtes pas venu enfin, que je vous présente les trucs sur lesquels je travaille, mais plutôt sur les premiers qui sont où il y a plus de littérature qui est en train d'émerger en ce moment. Donc il y a de plus en plus d'articles sur ces thématiques-là. En particulier, par exemple, l'année dernière, j'ai vu 2 articles passer dans les comptes de ML sur ces généralisations. Et là, cette année, j'en ai reviewé quelques-uns et j'en vois plus, donc le double, passer sur des grosses conférences. Donc c'est une thématique qui commence à prendre de l'ampleur et qui surtout devient un peu plus standard.
Alors, je vais vous donner des références pour le premier et pour le deuxième, et puis après, on va passer dans la présentation du premier. Donc, les références sur lesquelles que je vais utiliser aujourd'hui, donc pour les Deep Neural Network. Donc, le premier à m'avoir envoyé ces références, c'était Yael, hein, une de ces références. Alors, en fait, il y a donc, alors, pour les Deep Neural Network, il y a Hansen et Gebhardt, donc, qui s'appelle Deep Neural Network. En 2020. Ensuite, alors, il y en a plusieurs qui ont suivi. En 2022. Et là, ça, alors donc c'est, euh, oh, il n'y est pas là. C'est Barbaro et Hall. Barbero et Hall, pardon. Alors, il y a plusieurs suites d'articles enfin, dans la lignée de cet article-là, et notamment avec, donc on va dire, Bodnar. Il y a beaucoup travaillé, enfin, j'ai vu beaucoup d'articles passer par Bodnar dans cette direction-là. Et on peut dire que c'est le moment où il commence à y avoir des résultats concluants sur des jeux de données que les gens utilisent et en comparaison à des GCN, donc des Graph Correlation Networks. Alors, bon, il y a bien sûr l'article de Whaling, Keith Whaling sur les GCN, donc l'origine, enfin, donc ça c'est chi. Alors, la racine de ça, on va dire que c'est la thèse de Curie. Donc, la thèse de Curie, pardon, c'est euh, 2014. Et il y a bien sûr un des articles sur les GCN, donc sur les graph convolution. Graph convolution. Alors, c'est self-supervised classification. C'est semi-supervised. Et donc, ça, c'est Kip. Ça, je pense que vous le connaissez, et Whaling. En 17. Alors, oui, alors, c'est devant, hein, on est d'accord. Pour les années, c'est devant, c'est pas derrière le petit truc comme ça. C'est comme ça ou comme ça? Je sais plus. OK. Donc là, c'est pour la partie Shift Neural Network. Donc, c'est les références. Donc, pourquoi est-ce que je vous ai mis ça? Alors, en gros, vous prenez les GCN, vous prenez la thèse de Curie, et vous en faites des Shift Net. Voilà. Donc, essentiellement, on a besoin de ces deux ingrédients pour aller là. Et ça, c'est une généralisation du premier. Et surtout, on introduit des vrais jeux de données. En vrai, dans le sens benchmark. Plus benchmark. Et après, il y a plein de particularités dessus. Et du côté, du coup, donc c'est bon, je peux effacer? Yael, c'est bon? Je peux Oui, effacer? mais pourquoi ils veulent faire ça? Ah ben, je vais expliquer. Ah, ok. Là, je donne les références d'abord. Ok. Et après, j'explique et je pars tout de suite sur la motivation. Donc, alors,
Et donc, sur le deuxième aspect, qui est généralisation des modèles graphiques. Donc, dans le modèle graphique, il y a en particulier les réseaux bayésiens, si vous êtes familier avec. Donc, réseau bayésien, dont l'origine se retrace au lit de Perl. Alors, il y a donc ma thèse. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Il y a alors regionalized optimization. Il vient de 2021, mais qui est déjà dans ma thèse. Il y a un article récent qu'on vient de mettre, dont on vient de mettre un abstract à une conférence qui s'appelle ACT, Applied Category Theory, Influence on Diagrams, et on va essayer de le soumettre à NIPS. On va le soumettre à NIPS, Influence on Diagrams in the category. Donc ça, c'est 24. Et donc ça, c'est avec un étudiant en thèse qui me dit que Ruet. Et donc, il y a ma thèse qui s'appelle... bon, je fais de la pub. Hein. Non, je sais plus le titre de ma thèse. Intersection Property. Action. Decompositions. Decomposition. Regionalized. Regionalized. And applications. En 24. Pardon, en 21. Voilà. Et Niels, il est en thèse avec David Rudroff et Alain Finkel. C'est une co-supervision avec David Rudroff qui est à Saclay, Alain Finkel qui est à l'ENS Paris-Saclay, et donc moi-même. OK, donc, alors, une fois passé sur sur ces références-là, alors c'est le problème du tableau, c'est que ça prend du temps à écrire. Alors, je vais revenir sur le premier point et expliquer la motivation de passer à des structures plus générales que des graphes. Et pour ça, on va d'abord essayer de se rappeler ce qu'on essaye de faire quand on fait de l'analyse de graphes. On va s'intéresser à un problème on va considérer un graphe. Et chacun des graphes a un label. Chacun des nœuds du graphe, il y a un label et quelque chose qui est, disons, peut être un label discret. Et il y a des features, des vecteurs. Donc, il y a des features, donc des vecteurs et des labels. Et ce qu'on aimerait faire, c'est tout simplement à partir. Donc, les labels, c'est si on fait une tâche de classification ou une tâche semi-supervisée, donc on a accès à un certain label. Donc, par exemple, pour ce nœud-là, je peux voir les labels, mais pour celui-là, il n'est pas accès, je ne peux pas le voir. Je veux déduire de la collection. Donc, un graphe, on va le noter G, donc c'est un ensemble d'arêtes et de nœuds. Et on va regarder un graphe non dirigé. Donc, ça, c'est nœud. Donc, on les arrête. Et un graphe non dirigé, c'est juste E. C'est une sous-collection. C'est un sous-ensemble. C'est juste un sous-ensemble c'est un sous-ensemble de parties de V, donc, qui est de taille 2. Donc, c'est des sous-ensembles de taille 2, exactement. C'est juste des arêtes non dirigées. Et donc, on va se donner un ensemble de features, donc un ensemble disons, de données sur chacun des nœuds. Et on veut en déduire, prédire des labels pour les nœuds.
Alors, le prédire, c'est pas vraiment. Il y a inférence et apprentissage. Donc, derrière prédire, il y a apprentissage. Alors, apprentissage, ça correspond à quoi? Ça correspond à, en entrée, on a donc les features. Et on a une collection de labels pour V', où V', il est dans une collection qui est une sous-collection de nœuds. Et on va apprendre une architecture, donc une fonction. L'apprentissage, c'est phi, qui va me permettre de faire de l'inférence après pour les V qui ne sont pas dans les primes. Donc, y a pas, jusque-là, il n'y a pas de question. Yael? Non? Je sais pas si. Mais après, on peut aussi faire l'inférence pour les V qui sont dans V', mais pour d'autres données. Oui, oui, oui. Alors là, je donne juste un exemple de tâche qui nous intéresse. OK. C'est un exemple. Un exemple de tâche. Ça, c'est un exemple de tâche. Donc, ce qui a été. Et une remarque, là, il y a Zoom et Jitsi qui tournent en même temps. Peut-être qu'il vaut mieux raccrocher Jitsi vu qu'il n'y a personne à part moi. Et comme ça, je me mets sur Zoom et tu auras une meilleure bande passante. Ok. Donc, du coup, oui, effectivement, si personne ne vient, je vais juste passer sur. Donc là, il n'y a personne qui a répondu. Il n'y a personne qui est sur Jitsi. Bah, je le coupe. Ok. Tu te mets sur Zoom? OK. Donc, ouais, c'est vraiment. Enfin, c'est très lent. Mais on va venir. C'est bien rappelé tout, quand même. Enfin, comme ça, on est sûr à 100% de tous les termes. Donc là, on va parler d'homophilie, en fait. Ok. Et le problème, c'est quand tu vas avoir les nœuds. En fait, les nœuds, il y a des labels et on s'attend à ce que quand les nœuds sont connectés, ils ont des labels qui sont similaires. Ça s'appelle l'homophilie. Et les GNN, ils marchent bien pour ça. Mais si maintenant, les labels ne sont pas similaires, alors dans ce cas-là, ils ne marchent pas bien. Parce que dans les données sont pas du tout les mêmes, enfin, C'est ça. du même type. Donc, allô, c'est bon? Allô, c'est bon. Donc, ce que je disais, c'est donc, en particulier le phi qu'on va considérer. Donc, le phi, un exemple, ça va être un graph convolutional network, par exemple. Alors, je vais expliquer ce que c'est après, mais donc juste pour dire la motivation. Donc, ce que je disais, c'est les arêtes, ça représente quoi? Ça représente des liens qu'il va y avoir entre disons, des vecteurs, enfin des features, qui sont susceptibles de donner le même label. Donc, il y a quand même cette idée que dans l'idée des graphes qu'on étudie, le graphe de connexion correspond à une information sur une similarité des labels. Et les GCN, Graph Convolution Networks, marche bien pour ça. Mais il peut arriver que, en fait, ce qui nous intéresse soit plus général et qu'en fait, il n'y a pas. Donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est donc si on parle d'homophilie, si deux nœuds qui sont voisins, on va dire V1, enfin voisin ou K voisin, donc ça veut dire qu'il existe un chemin. Donc on dit que deux nœuds, on va dire V1, V2 sont K voisins. S'il existe un chemin V1, V0, VK-1. Alors ça dépend V1, V2, donc VK, on va dire V1, VK-1. Si. V2 qui lie les deux, donc un chemin du graphe. Alors, et l'homophilie, donc,
correspond à dire si V1, V2 sont K voisins, alors leurs labels sont corrélés ou similaires. On associe ensemble, donc par exemple, pour des préférences, si des gens sont liés ensemble, on s'attend à ce qu'ils aient des préférences qui soient assez similaires. Et si on veut prédire les préférences, on s'attend à ce que les nœuds soient informatifs sur les préférences, les arêtes soient informatifs sur des préférences des nœuds. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, on peut arriver dans un cas où en fait, on n'a pas d'homophilie. Restrictif, et restrictif. Et on a dans le cas d'hétérophilie. C'est-à-dire que K voisin, pardon, que le fait d'être K voisin n'est pas forcément relié à des similarités de labels. Alors, petit K petit. Hein. Bon, donc c'est juste pour dire qu'il y a des données où parfois les labels ne sont pas les mêmes, même si les nœuds sont proches. Alors, il y a un exemple qui est donné dans l'article Shift Neural Network, un exemple qui est construit à la main, où on va prendre des données qu'on va générer, on va prendre un vecteur, et on va faire la projection des données sur le vecteur, et on va regarder ce qui va générer le graphe, c'est la corrélation entre les vecteurs. Mais par contre, ce qui peut se passer, c'est que la projection sur... Donc, un exemple de graphe hétérophile qui peut apparaître, c'est on va se donner un vecteur C, qui est notre classe, des vecteurs U associés à chacune des arêtes, et on va associer CUV, le signe de CUV, comme étant le label de V. OK. Alors, ce qui se passe, c'est que on va construire le graphe de corrélation au travers du produit scalaire entre UV et UV', mais il peut se passer qu'en fait, ils peuvent être liés, mais avoir des signes complètement différents. Et donc là, on est sur un graphe hétérophile, et l'article de Shift Neural Network, le premier, montre qu'en fait, ils ne sont pas bons, les GNN, pour ce genre de situation. Mais par contre, si on les étend dans un cadre un peu plus général, alors là, on a de bien meilleures performances en termes de prédiction des labels. Alors ça, c'est synthétique. Et le deuxième article montre que ça marche en fait dans plusieurs jeux de données classiques. Par exemple, le jeu de données Texas, qui est le jeu de données alors si je ne me trompe pas, c'est le graphe de page web. Voilà. Alors il faut que je l'avais en tête, mais là je l'ai oublié. Et il montre qu'il y a un gain de performance en utilisant les SNN. Les Shift Neural Network. Voilà. Et il y a toute une liste. Donc, en fait, si vous prenez l'article que je vous ai envoyé, il y a vraiment des benchmarks. Vous voyez que c'est quand même assez performant. Par rapport au GCN. Alors, il y a du débat par rapport à d'autres architectures. Ça va? Ça va pour tout le monde? Yael? OK. Donc, voilà la motivation de pourquoi. Donc, sur ce, je vous ai donné deux exemples. Un exemple qui est un jeu de données synthétique, qui est on peut en passer plus de temps dessus, si vous voulez. Exemple sur les données réelles où les GCN ne sont pas suffisants. Et donc, on va introduire un truc en plus qui s'appelle les SNN, Shift Neural Network, et je vais vous présenter ça maintenant. Ce que sont les SNN. Alors. Ah oui, alors je vais dire aussi un autre aspect. Alors, il y a... ouais, non, parlons-en après. Ça s'appelle oversmoothing. Alors, je peux le dire juste oralement. En fait, plus on va être Donc, un GCN, donc on n'a pas dit comment était construit un GCN. Alors, parlons Alors, vous voulez qu'on parle des GCN ou vous savez ce que c'est qu'un GCN? Yael? Comme on n'est que deux, tu veux qu'on parle des GCN ou pas? Non, ça va. Okay, donc, les GCN, vous voyez que c'est structuré en couches où la convolution, elle est donnée par la matrice d'adjacence, entre guillemets, du graphe. Et donc, un GCN, c'est une couche
où donc on a une non-linéarité et ici une convolution qui est donnée par la matrice de degré du graphe, enfin, disons la matrice Ah, donc pour toi, c'est pas les MPNN. D'accord. Pardon? C'est pas les messages passing neural network. Et non, je regarde je regarde un cas particulier de message passing neural network qui sont les GCN. C'est un cas particulier de. Mais tu passes par une forme de convolution qui est obtenue Avec le Laplacien. en diagonalisant le Laplacien, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, ok. Donc, du coup, on a une convolution qui est donnée par une matrice d'adjacence. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ici, si je prends un neurone, entre guillemets, donc à chaque étape, on a des graphes. Si je regarde un nœud d'un graphe, là, je fais un zoom, et je vais regarder tout ce que lui il voit dans le graphe. Donc ici, on a en entrée, on a un graphe. Alors, la première couche, si je prends un neurone ici, donc un nœud dans la première couche, ici, je vais l'écrire en P1. Lui, son field of view, le neurone, ce qu'il voit, par exemple, s'il était associé à lui comme centre, il va avoir un graphe comme ça. Okay. Et il va diffuser, c'est-à-dire qu'il va faire une moyenne sur les voisins, entre guillemets, et donc il va avoir une moyenne du voisinage. Maintenant, si on passe à la deuxième étape, bah, lui, directement, il voit tout le graphe, en fait. C'est-à-dire que ce neurone-là, si on regarde son représentant ici, son filtre de réceptif, field of view, c'est tout le graphe. Donc ici, c'est tout le graphe. Et comme on fait de la diffusion, on est en train de moyenner en quelque sorte sur le graphe et on va arriver à un moment à une sorte de moyenne générale. Et ça, c'est un problème parce que c'est un peu comme si ça revient à avoir une sorte de collapse, de mode collapse. C'est-à-dire qu'on a des représentations qui vont tous être ramenées sur une même chose pour tous les nœuds du graphe, puisqu'ils vont tous voir au bout d'un moment si le réseau il est assez profond, tout le monde. Donc le field of view du neurone, c'est tout le monde. Et ce problématique, donc ça c'est un problème, et on appelle ça oversmoothing. Le terme dans la littérature, c'est alors, il y a plein de gens qui proposent de traiter l'hétérophilie et de gérer l'oversmoothing de plusieurs manières. Je suis expert de ces trucs-là. Mais une manière qui est mise en avant, c'est d'introduire des hétérogénéités entre les features des nœuds, de telle manière à ce que le réseau, dans sa manière de faire des moyennes, il inclut le fait qu'il y a un chemin qui a été choisi. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les nœuds soient que les arêtes soient plus les mêmes, de telle manière que quand on fait une moyenne, on garde quand même l'information du fait qu'on est passé par un chemin, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir les mêmes. Donc, comment ça se fait? Pour un GCN, il va prendre le feature qui est là et il va le transférer directement à lui. Et ils vont tous faire ça. Ici, je vais rajouter une matrice linéaire. Donc, le passage pour les SNN, il va rajouter un terme qui est une matrice qui dépend de l'arête et il va ramener tout le monde dans ce nœud au travers d'une matrice. Donc, quand je vais faire la moyenne, il va y avoir les termes de matrice qui vont intervenir. Donc, ça permet quand même de prendre en compte l'hétérogénéité du graphe, des données, des nœuds, parce qu'en fait, ils ne sont pas venus de la même manière. Ils n'ont pas suivi tous le même chemin. Donc, si je le fais deux fois, par exemple, lui, il a dû d'abord choisir M1, puis M2, mais ça n'a rien à voir avec directement passer par lui. Donc, c'est une manière de pouvoir contrer ce problème. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un SNN. Alors, pour expliquer ce que c'est qu'un SNN, il faut introduire une notion de graphe plus générale. Donc, chiffre de réservoir.
Voilà, il y a chiffre. Et en fait, ici, c'est cellular chiffre. Alors, on va s'intéresser au cas graphe. Donc ça, c'est Curie. Donc, définition. Donc, on part d'un graphe. Donc, on a un graphe G qui est une collection de nœuds et d'arêtes non dirigés. Pour chaque nœud dans G, donc dans V, on a un espace vectoriel FV qui est associé. Ça, c'est 2, 1. 2, 2. Pour chaque arête, on a un espace vectoriel qui lui est associé. Et on a maintenant pour chaque V qui est dans E, on a une application qui va de V dans E, qui va de FB dans FB. Donc, un exemple, on va prendre ce graphe-là. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Ici, je vais mettre R. Donc, FB est égal à R partout. Okay. Je dois mettre aussi pour les arêtes, donc je vais mettre une petite boîte et je vais casser cette petite boîte. Donc, je vais en faire un factographe. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Donc, je remplace l'arête par une boîte et la relation d'appartenance à l'arête, devient une flèche. C'est dirigé. Si V est dans E, il y a une direction. V. Il y a plusieurs V là. Alors, les V, donc le grand V. Non, mais il y a plusieurs petits V aussi. Donc, c'est quelques. Tu veux dire dans la 3? Bah, dans le 2, il y a déjà un V. Oui. Il y a un V qui est dans V, donc lui, c'est un vertex. Ouais. Et après, il y a un petit V qui appartient à E. Ouais. Donc, c'est quel que soit V, quel que soit E, tel que V dans E, il Mais existe. ça veut dire quoi V dans E? Ça veut dire quoi V dans E? Alors, E, c'est un sous-ensemble de V au carré. Enfin, E, c'est un sous-ensemble de V, de taille 2. Donc, on peut dire. Ah, c'est ça que tu entends, C'est d'accord. le possède du graphe. C'est le possède du graphe et tu regardes D'accord, du d'accord, possède d'accord. Donc, vers quand tu dis un V dans E, tu dis une de ses extrémités, en fait. Voilà, c'est ça. Et alors là, quand tu fais F de V dans... Donc, c'est pas un foncteur, en fait, là. Si, c'est un foncteur. C'est un foncteur? C'est un foncteur du possède associé au graphe non dirigé vers vect. D'accord, c'est-à-dire que tu n'envoies pas les arêtes comme des flèches. Si? Non, non, non. Ben, Non, non, voilà, c'est ça. Exactement, tu n'envoies pas C'est les ça, arêtes des c'est flèches. ça. C'est ça, ok. Et là, ce qui sont les flèches, c'est les inclusions des sommets dans les arêtes. Ah, si tu veux, Ok. je peux faire une note Oui. après sur ça. Poser Ben non, mais exactement c'est clair. C'est Ouais. clair, ok. Donc, pour ceux qui nous écoutent peut-être a posteriori, alors, un cellular shift, c'est d'abord un cellular pre-shift. Et en fait, c'est plutôt cellular functor. C'est-à-dire que c'est un foncteur qui va non pas du graphe, mais du graphe vu comme un possède avec la relation d'appartenance comme l'ordre et qui va dans la catégorie des espaces vectoriels. Donc, il associe à chaque arête, donc à chaque relation d'appartenance, une application linéaire. Et c'est un faisceau. Alors ça, je vais en revenir ça après. Je vais faire une note sur ça pour une raison très simple, c'est que la chichification. Il ne faut pas dire ça à Marseille. Hein. Quoi? Il ne faut pas dire ça à Marseille, ce mot. Pourquoi? Tu sais pas ce que c'est un chichi? Non? C'est pas grave. Okay. C'est en direct. Bon.
Et donc là, il y a une manière naturelle, il y a une équivalence. En fait, il y a une équivalence de. On peut transformer, et sans perdre d'information, un préfaisceau, enfin un foncteur du coup, en faisceau, dans le sens où faisceau sur AOP. Mais bon. Et donc ça, je peux en parler, je peux en dire un mot. Et en fait, c'est un point vraiment important. Parce que moi, ce que j'étudie, c'est des choses assez similaires, mais pas sur des complexes simpliciaux comme POSET. Donc, c'est-à-dire pas le POSET associé au complexe simpliciaux. Donc, quand on prend le graphe, on peut le voir comme un complexe simplicial, mais comme des POSET en général. Et ça induit pas, enfin, c'est pas la même manière de calculer le groupe de cohomologie. Et ça, c'est un point qui va être important. Mais ça, c'est genre, c'est l'iceberg qui est caché. On pourra passer plus de temps dessus. De toute façon, il y a un moment où je vais en parler. Donc, juste pour revenir. Donc, on est sur ce graphe. Il y a des arêtes, il y a des messages qui passent. À la place de représenter le graphe comme une arête, à la place de remplacer une arête par une flèche, je mets une petite boîte et une fois que j'ai une relation d'appartenance, je mets une flèche vers cette boîte et je vais aussi associer à 1, 2. Donc, du coup, ici, je mets 1, 2 qui correspond à E égale 1, 2 et je mets aussi R. Si maintenant je suppose que ces applications-là, cette application-là qui correspond à F de V vers E, c'est l'identité. En fait, au final, si je fais l'identité puis je reviens là, j'ai juste fait l'identité de lui à lui. Et c'est exactement ce qu'on s'attend d'un GNN. Okay, un GNN, il va juste passer les features qui sont là à là, mais par une translation, enfin par une identification, parce que c'est les mêmes espaces. Et maintenant, si je décide de mettre ici R2 et ici R3, avec une inclusion qui n'est pas du tout évidente, c'est-à-dire qu'une inclusion qui est d'abord ici, donc disons, on va spécifier. Donc, on va se concentrer sur juste le cas qu'on était en train de mettre en avant. Donc 1, 2. Imaginons qu'ici je mets. Imaginons. Donc ici je mets R. Tout simplement, on va rester avec R et R. On va faire un truc, on va dire R2, R2. Et ici on va mettre R2. Ce que je peux faire, c'est faire une transformation orthogonale. Donc je peux avoir une matrice symétrique ici. Donc je peux regarder M, qui est dans O2, une rotation. Enfin, SO2. Et similairement ici, M' dans SO2, une rotation. Donc, c'est-à-dire ici, ça correspondra à quoi? Donc, dans 1, donc, là, je viens de donner un exemple de cellular sheet. Donc, ça, c'est un exemple de cellular sheet. Et il n'est pas du tout évident, parce que réfléchissons à ce que ça veut dire. Interprétation. Dans 1, j'ai R2 et je me donne une base qui est un référentiel. Dans 2, j'ai un autre référentiel. Et je peux me donner un référentiel qui est un référentiel commun pour les deux, dans lequel je vais exprimer le premier référentiel dans ce référentiel commun. Passer de ce référentiel commun de ce référentiel au référentiel commun, puis revenir à l'autre référentiel, c'est exactement la transformation qui revient de passer de R2 dans la L' et de revenir sur le 2. Donc en fait, j'autorise d'avoir par exemple des perspectives différentes sur les données grâce à ce point de vue-là. J'ai un référentiel qui correspond à me dire, par exemple, j'ai un exemple qui est complètement pas du tout réel, mais tu as une protéine et tu te fixes un référentiel. Tu ne regardes pas dans les angles, mais tu regardes en 3D, tu te fixes un référentiel fixe pour l'étudier. Et puis, tu as une autre manière, tu veux l'étudier dans un autre référentiel. Par exemple, le référentiel, il est associé à un certain acide aminé. Ce qui va se passer, c'est que donc c'est un référentiel propre à l'acide aminé et tu passes d'un référentiel à un autre, tu sais que c'est la même étude, les deux, c'est les mêmes, essentiellement. Bah, tu vas pouvoir transférer l'information de l'un vers l'autre, mais tu ne veux pas le faire à la main. Donc, tu vas directement donner toute l'information du premier référentiel, du deuxième référentiel et du passage de l'un vers l'autre. Et ensuite, tu vas demander aux données, enfin au réseau, d'interpréter les deux en même temps. Donc, ça, c'est un cas qu'on ne pouvait pas faire avec les GCN, qu'on peut faire avec les ouais, avec les SNN. Alors, en tout cas, qu'on ne pouvait pas faire avec les graphes, mais qu'on peut faire avec les faisceaux. OK? Alors,
Donc là, il y a deux routes possibles. Soit je vous explique direct comment on fait de la diffusion, soit je vous explique pourquoi ça s'appelle faisceau en vous expliquant ce que c'est qu'un faisceau. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'introduire ça? Parce que, Là, pourquoi cette forme spécifique? Pourquoi est-ce on pourrait venir avec d'autres définitions, en fait? on revient. Cette forme-là, parce que là, en fait, ce que je viens d'introduire, ça s'appelle un OD bundle. Il donne des noms à des trucs, mais c'est un cas particulier de faisceau cellulaire. C'est une version discrète d'une fibration, du fibré vectorial, par exemple, ou d'une fibration en général. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit O2. Alors, tu veux dire la forme, qu'est-ce que tu veux dire par cette forme-là? La forme là, de la définition du faisceau, ou la forme que j'ai donnée en exemple? Bah, plutôt la définition originale, parce que vu que ça, c'est juste un exemple, comment ils sont arrivés à se dire, bah, c'est ça la bonne notion, en fait? Alors, la motivation de pourquoi, je ne sais pas. Enfin, c'est une question un peu difficile. Pourquoi c'est la bonne notion? Moi, je dirais de manière naïve, c'est parce qu'ils veulent de l'hétérogénéité sur les données. Ok, alors, je donne un truc naïf et après, je te dis d'où ça vient. Donc, l'idée, c'est, nous, on avait des graphes. On sait que sur les graphes, on a des features. Et d'habitude, on les fait transvaser l'un vers l'autre. C'est-à-dire, on dit, bon, bah, un élément ici, je peux l'identifier ici. Or, on a dit qu'on a des données qui sont hétérogènes. Donc, il faut qu'elles communiquent d'une manière. Alors, tu pourrais dire, elles communiquent de manière dirigée. C'est-à-dire, tu pourrais dire directement de lui vers lui. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. C'est une question que je ne vais pas répondre. Je vais pas répondre à pourquoi est-ce que ça peut être inclus dans le cas précédent si tu veux, la manière de le faire, c'est que tu prends la limite, en fait. Donc, si tu prends ici, si tu inversais l'ordre, alors, attends, juste une seconde. Oui. Bon, Donc, ça peut être une question pour la prochaine fois, hein, il n'y a pas besoin non, mais de... je peux dire, donc, ce que je dis, c'est tu as de l'hétérogénéité. Comme tu as de l'hétérogénéité, tu dois introduire un mode de communication entre tes Oui. features. Ce mode Donc, de il faut aller au-delà de l'identité, il faut des applications. quoi? Donc, il faut aller au-delà de Voilà, c'est l'identité, ça. il faut des Et toi, applications. en gros, il y a plusieurs questions dans ce que tu poses. Et la première, c'est pourquoi ce n'est pas un graphe dirigé très simple et du coup, on communique, on ne se pose pas de questions. Alors, ma réponse, c'est première réponse. Je connais probablement suffisamment pas cette littérature, mais je n'ai pas vu de contre-exemple à ça, contre-argument à ça. Par contre, j'ai eu un contre-argument pour ce que je fais et je peux te dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, tu peux réexprimer le cas dirigé en un cas non dirigé en prenant la colimite dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu vas dire, c'est que tu dis tu as R, enfin, tu as une matrice. Là, je vois surtout la lumière. Exemple. Si on peut baisser un petit peu l'écran, Ouais. on voit plus le... Ah, Donc, ok, merci. tu fais R2 et tu mets une matrice qui est là. Ce que tu peux toujours faire, c'est tu peux toujours faire ça. Et du coup, tu te ramènes au cas non dirigé. Tu comprends? Donc, c'est juste parce que c'est plus général. Donc, a Voilà. priori, Ça si c'est c'est... ma réponse. C'est ma réponse, mais je ne l'ai pas vu dans la littérature. Alors, maintenant, je te donne la motivation de la littérature. La motivation de la littérature, elle vient du fait d'avoir des données, des structures de données qui sont plus génériques. Et par exemple, considérons un complexe simplicial. Donc, un complexe simplicial, c'est simplement un ensemble d'arêtes et de nœuds et de faces. Donc, par exemple, un triangle, un tétraèdre. Il y a des conditions qui ont que dès que tu intersectes deux parties du complexe, il doit être encore dans ton complexe. Donc, ton complexe, c'est une collection dans ce sous-ensemble, arêtes, nœuds, faces. Mais il faut que si tu prends deux faces et qu'elles s'intersectent, bah, c'est encore dans l'ensemble pour que tu ne perdes pas l'information. Par exemple, ça, c'est un complexe simplicial. Donc ici, je vais mettre remplir pour dire que j'ai pris le triangle. Et sinon, j'ai que des arêtes. D'accord? Donc, l'exemple le plus simple, c'est on va prendre deux triangles qui sont collés. Ce que tu veux dire, c'est que sur le triangle, tu as des données, par exemple R3, donc tu as un vecteur. Sur les arêtes, tu as aussi des vecteurs. Et sur les nœuds, tu as V1, V2 et V3. Et tu veux pouvoir dire que lui, il va s'injecter dans l'arête, c'est-à-dire que tu vas pouvoir relier. Donc la réponse, c'est tu as une structure topologique de données qui correspondent à des interactions entre des données. Donc par exemple, tu dis, j'ai un nuage de points, j'ai trois vecteurs, les trois vecteurs, ils sont corrélés, donc je mets un triangle, mais je fais ça pour tous les couples de vecteurs. Donc tu as un complexe simplicial qui apparaît, sauf que tu as des informations supplémentaires et tu veux les faire diffuser sur le complexe d'une manière qui est cohérente. Et donc la relation qu'ils font, et ça c'est complètement naturel,
c'est de dire, je vais passer du coup d'un couple, donc par exemple de l'arête, enfin du sommet à l'arête par une fonction, puis de l'arête au centre de la face par une autre, mais il faut juste que ce soit la même chose que de passer directement du nœud vers le centre de la face. Et donc ça induit une contrainte qui est de cette forme-là, avec un peu plus de règles, qui est une règle de commutation. Donc c'est pour ça que tu étudies des foncteurs qui vont du poset associé à un complexe simplicial vers vect. C'est pour ça qu'ils étudient ça. Mais eux, ils sont pas dans le cas d'un concept, d'un complexe simplicial générique, ils le font juste en dimension 1. Très bonne question. Alors, parce que là, je parle de, de Curie, mais toute la Ok. littérature qui a été faite après, ils ne le font pas. Et la raison, c'est parce que je pense, alors je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est chiant, enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est difficile, c'est plus difficile de traiter des données qui sont de plus haut degré, ne serait-ce que computationnellement. C'est-à-dire que Rien que, oui, rien que pour avoir la formule du Laplacien et compagnie. voilà, exactement. Et Ouais, donc, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas Olivier qui soit là, parce que c'est ce qu'il a fait dans sa thèse. non, parce que oui, alors exactement, c'est Olivier, sauf que Olivier, il s'est intéressé à BP, et exactement, c'est exactement Olivier, et moi, j'ai utilisé les travaux d'Olivier, notamment une de ses propositions, pour l'étendre à ces structures-là. Donc, j'utilise Ah. les structures sur des possèdes et les algorithmes de passage de messages, et effectivement, ce qu'on fait avec Olivier est beaucoup moins coûteux, puisqu'on regarde le groupe, la cohomologie associée à la représentation de possèdes. Alors, Olivier lui regarde pour un cas particulier de représentation de possèdes, qui est celui qui est donné par le bifurcation et enfin, celui qui est le même que celui de bifurcation. Moi, je regarde une généralisation où je vais regarder plutôt des noyaux de proba parce que je vais introduire plus de trucs. Donc, je connais bien ces trucs aussi. Effectivement, c'est les travaux d'Olivier, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai proposé même à Olivier de venir donner un séminaire ici. Donc, c'est exactement ces travaux. Mais moi, j'ai continué dans cette direction-là, et je le cite, et il n'y a pas de souci, et je suis redevable de sa thèse que j'ai lue. Et donc, j'ai continué aussi dans cette direction. Et du coup, euh, en fait, l'avantage que nous, on a avec l'algorithme, enfin l'algorithme que je propose dans le cas de ces structures-là, qui est une généralisation de celui que propose Olivier, qui est une généralisation de celui que propose Yedidia Weiss, qui est une généralisation de celui que propose Pearl. Bon, bref, est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, tu considères le nerf du possède. Et donc, dans ce cas-là, t'as pas la forme de Hodge qui va apparaître directement. En tout cas, ce n'est pas la même structure que ce qu'ils considèrent. Mais par contre, computationnellement, ce n'est pas si coûteux de calculer la propagation des messages au sein du POSET. Donc ça, c'est une subtilité sur laquelle il faudra revenir dessus. C'est les différences. Ça, ils ne considèrent pas les mêmes groupes de cohomologie, en fait. Parce qu'ils ne considèrent pas la même expression des groupes de cohomologie. Donc ça, c'est un point vraiment de détail très important. Donc eux, ils considèrent que des graphes tout le temps. Et dans la littérature, tu trouves essentiellement que des graphes, surtout dans la littérature actuelle. Ils étudient que des graphes. Et dans les datasets de benchmark, C'est des graphes. oui, mais les dates, c'est-à-dire, est-ce que eux, ils utilisent des graphes pour les analyser, ou est-ce qu'il y a plus de structure et que ça pourrait être fait avec des hypergraphes ou des Alors, possèdes c'est une plus bonne généraux? question. Alors, forcément, la réponse, c'est oui. Il y a des benchmarks où tu vas utiliser des hypergraphes pour lesquels c'est mieux. La question, je n'ai pas en tête les études qui utilisent des hypergraphes. Mais je suis sûr qu'il y en a parce que j'ai déjà vu des gens qui ont fait des présentations sur ça, mais je ne les ai pas regardées, donc je ne les ai pas en tête. Ok, Alors, mais dans d'accord. la Parce thèse de que, Curie, il explique déjà comment l'utiliser pour des nuages de points. Donc, quand tu regardes la fin des applications, il explique comment utiliser pas les graphes, mais les faisceaux cellulaires sur des structures plus générales pour l'étude des nuages de points. Et il fait le lien avec la TDA, et je n'ai pas regardé dans les détails le lien avec la TDA. TDA, c'est Topological Data Analysis. OK? Est-ce que ça répond à ta question ou pas? en partie, oui, c'est bien. OK. Donc, donc, il y avait une possibilité, c'est est-ce qu'on parle de ce que c'est que les faisceaux ou est-ce qu'on va directement à la diffusion sur le faisceau? Alors là, je pense que c'est à vous de choisir ce que vous voulez. C'est vraiment pas du tout des vaisseaux, du coup. Bon, de quoi on en parle? OK. Alors, Yael pourra me reprendre parce que moi, j'ai jamais enseigné les faisceaux et lui, il les a probablement enseignés beaucoup mieux que moi. J'ai jamais enseigné, je les ai étudiés, mais j'ai tout oublié. Alors, je vais donner un exemple. Donc, les faisceaux, à la base, c'est une structure, ça vient de quand tu étudies un espace. Donc, prenons un espace, par exemple, on va prendre la sphère. Donc, même pour faire, on va prendre la sphère. Qui, en français, des faisceaux.
motivation. C'est la topologie. Alors, si tu veux décrire la sphère, tu sais que localement, elle est. Donc, une manière de décrire la sphère, c'est tu prends un plan qui passe par. Donc, tu prends juste la sphère définie par x2 plus y2 plus z2 égale 1. Tu prends un plan, tu prends un point qui est ρ. Tu fais passer la ligne. Donc, tu fais passer une ligne par le point et donc elle va intersecter le bord, puis elle va se retrouver dans le plan. Et tu fais cette projection. Tu peux faire ça pour tous, sauf pour un point. Du coup, tu dois le faire 2 fois. Donc, une manière de dire, ça revient à dire que si tu prends donc la sphère, on va le noter S3, dedans, tu vas prendre un ouvert, donc tu vas prendre un sous-ensemble qui va être S3 privé du pôle, donc celui-là, on va l'appeler 1, et ça, on va l'appeler 2. Ça, c'est en gros, ça se comporte comme R3. Mais pareil ici, pour S3, privé de 2, ça se comporte comme R3. Par contre, globalement, ce n'est pas R3. Il n'y a pas la même topologie. R3, tu peux tout réduire à un point. Une sphère, tu ne pourras jamais la contracter. Là, tu ne peux pas faire d'opération dans la sphère qui la contracte à un point. OK. Donc, l'idée, c'est de dire, alors, à la place d'étudier un espace topologique comme un sous-ensemble avec, par exemple, x2 plus y2 plus z2 égale 1, ce que tu vas faire, c'est que tu vas plutôt dire, bon, bah, je vais prendre un ouvert. Donc, je vais prendre une sorte de sous-ensemble U1, un sous-ensemble U2, U1, U2. Ça, ici, ça va être pour nous S3 privé de 1. Ça va être S3 privé de 2. Et je vais dire, si je regarde la réunion, c'est en gros S. Bon, le truc, c'est qu'il faut définir la notion de réunion. En fait, si tu veux définir la notion de réunion, il faut surtout définir réunion dans quoi dans un ensemble. Bon, tu peux remplacer ça par, en fait, ils s'intersectent. C'est-à-dire ici, si tu prends U1 et U2 et que tu lui fais la réunion, en fait, tu as deux, tu vois, c'est pas S, c'est juste 2 fois R. Mais par contre, si tu leur dis, les obliges à s'intersecter, alors là, cette donnée-là te suffit pour reconstruire l'espace. Okay. Les gens, ce qu'ils font en analyse, c'est ils ont remarqué qu'à la place d'étudier les espaces comme des points, ou comme des angles ouverts, ils vont remplacer ça par des espaces vectoriels avec une certaine avec une certaine structure analytique, une certaine topologie, qui est censée encoder des informations sur l'espace global. Donc, par exemple, l'ensemble des fonctions continues dedans, qui sont les fonctions qui vont du 1 dans R. Okay. Alors ici, on avait l'inclusion qui était dans ce sens-là. Ici, lui, il est inclus dedans. Okay. Ce diagramme-là, il suffit pour reconstruire la sphère. Mais maintenant, je regarde des fonctions dessus. Par exemple, tu me dis hein, si ça va trop vite, trop lentement, mais n'hésitez pas, hein, je ne veux pas que vous vous ennuyiez non plus. Donc on a U2, V2 qui est là. Donc on a dit V2, on prend comme C de 2. Sauf que maintenant, l'inclusion, donc je prends une fonction f qui va de U1 vers R. Mais j'ai une inclusion qui va comme ça. Hop, U1 inter U2. Ici. Mais du coup, ça me dit que si je prends R et que je lui associe R en I, lui maintenant, il était parti de C0 de U, mais il va où? U1 inter U2. Exactement. Donc en fait, j'ai défini une manière de passer de lui à lui et une projection. Ça, on appelle ça la restriction. C'est la restriction, notation à U1 inter U2. Alors, ça s'appelle ce que je viens de décrire là. Donc, une collection d'ouverts avec leur relation d'inclusion et la possibilité de s'intersecter. C'est ce qu'on va appeler essentiellement, on peut voir ça comme un ordre partiel donné par l'inclusion. Et c'est un possède. Alors, je prends juste
Donc, juste pour Yael, je ne parle pas de recouvrement, de topologie containante, je regarde juste l'ensemble des ouverts que j'ai. Et après, dans ce sens où l'ouvert, je le vois comme un possède. Puis, je vais juste dire qu'il y a un foncteur qui va de ce possède dans l'autre. Et après, je vais dire comme propriété, tu prends un recouvrement et tu peux l'étendre. Mais je définis pas. Je ne suis pas en train de mettre une catégorie de potentiel sur l'ensemble des ouverts. Donc, je dis juste j'ai une collection d'ouverts et ça me définit un ordre partiel. Et maintenant, j'ai une fonction qu'on va appeler V. Donc, j'ai l'ensemble des ouverts. J'ai les ouverts de S3 et j'ai un truc qui s'appelle V et qui va aller dans les espaces vectoriels. Et tel que si U1 il est inclus dans U2, alors V de U1, il se projette, V de U2, il se projette sur V de U1 par la restriction. Je peux jouer ce jeu pour une collection d'ouverts. OK. Donc ça, ce truc-là, ça s'appelle un pré-faisceau. Pré-faisceau, parce que c'est un faisceau, mais il lui manque un truc. Donc, puis chiffre. Alors, ce qui lui manque, je vais l'expliquer là. C'est une sorte, donc, on a dit, ça, c'est 0 de 2. Ce qui lui manque, c'est que si je prends dedans un élément que je vais appeler SU1, un élément que j'appelle SU1 inter U2, un élément que je vais appeler SU2, il faut qu'à partir du couple SU1 inter U2, SU2, je puisse trouver une manière de reconstruire une fonction sur S2. Uniquement. Donc, il faut que je trouve une manière de reconstruire SS2 uniquement. D'accord? Si je peux dire ça, sur l'ensemble des recouvrements d'ouverts et de sous-ouverts, donc ici je l'ai fait pour S2, mais il faut jouer le même jeu pour tous les ouverts de S2, alors, ce truc-là qui m'associe à des ouverts, un ensemble d'espaces fonctionnels, enfin un ensemble devient un faisceau. Donc ça plus ça égale, en gros, ici pour les ouverts. Bon, j'écris des trucs imprécis, hein, ok? Mais après, on peut écrire la définition exacte aussi. C'est un faisceau. Yael, tu veux rajouter un truc? Non, à part que sur l'exemple donné, ben, si on a deux fonctions définies sur les deux hémisphères qui coïncident autour de l'équateur, ben, ça définit une fonction sur toute la sphère. C'est ça. Donc, est-ce que tu veux que je le formalise encore plus ou c'est bon? Ok, donc c'est juste ça. Et l'idée, c'est qu'en général, maintenant, tu n'as plus des fonctions continues, mais des fonctions quelconques. Et en fait, en maths, ils s'intéressent à certaines classes de régularité de ces fonctions. Et le truc qui est très intéressant, c'est que maintenant, une fois que tu as fait ça, tu peux oublier l'espace, en fait, puisque tu as sa trace au travers de ces ouverts. Et tu peux même oublier que c'est des ouverts. Et t'intéresser plus qu'aux relations que tu as. Donc, tu vois ça comme un ordre partiel. Donc, en fait, tu oublies, tu abstrais complètement le fait que c'est un espace, tu abstrais que c'est des ouverts, tu vois ça comme un ordre partiel. Ce truc-là, il définit encore. Ce truc-là a encore du sens. Ça s'appelle la limite du faisceau, c'est les sections du faisceau, on va le revoir après. Et c'est exactement dire que les sections du faisceau, sur des recouvrements, il faut donner une notion de recouvrement, correspondent à la limite du faisceau sur les recouvrements, la limite du compteur enfin, les sections sur des recouvrements correspondent à exactement les fonctions sur l'objet qui a été recouvert. Alors, il y a une manière purement combinatoire de définir ça. Et donc, en fait, une fois que tu as abstrait ça, bah, tu es très content parce que tu as des espaces qui sont des espaces combinatoires qui rentrent très facilement dans ce cadre-là, et en particulier les possets, donc les ordres partiels. Tu vois ce que c'est qu'un ordre partiel? Je peux définir. Enfin, l'ordre partiel aussi, mais les possèdes, je ne sais pas. Je vais te montrer. Donc, on va abstraire au 2S et on va voir ça comme un ordre partiel. Le possède, c'est la version anglaise d'ordre partiel. C'est ça. Ok. Partially ordered set. Du coup, donc un pion. Moi, je les note A, donc c'est un ensemble muni d'une relation pour A dans grand A, B dans grand A, donc muni d'une relation.
binaire qui est tel que si A est plus petit que B et B est plus petit que C, alors A est plus petit que C. Et un exemple, c'est l'inclusion sur l'ensemble des ouverts de S3. Alors, l'intérêt, c'est que maintenant, il y a plein de trucs qui sont des possets, et donc il y a plein de manières de dire, étant donné un posset, je peux définir pareil le V qui va dans les espaces vectoriels, et je peux dire, bon, bah, à V de A, j'ai un espace vectoriel, et à chaque fois que B est plus petit que A, j'ai une fonction que je vais noter V de BA, B vers A, qui va de VB dans BA. Donc là, j'ai juste abstrait la notion d'espace fonctionnel sur un espace, espace de feature sur un posset. Et la notion de faisceau, c'est juste une manière de recoller. Enfin, c'est une manière de pouvoir représenter les choses qui sont compatibles. Donc, on va dire une définition qui est très importante, c'est la limite de V. C'est juste l'ensemble des VA dans VA pour A dans grand A, tel que, quel que soit B plus petit que A, F de A, F de BA, BB égale VA. Ça, il faut lire quel que soit B, quel que soit A, quel que B plus petit que A. C'est les trucs qui sont compatibles. Voilà. Et maintenant, il y a une opération. Donc ça, c'est juste pour Yael. Enfin, pas juste pour Yael, mais là, on fait un saut dans l'abstraction. Donc là, on a dit, ça, j'ai dit, en gros, pré-faisceau, et j'ai pas dit faisceau. Alors, j'explique pourquoi c'est un faisceau. Alors, un truc très pratique avec les possets, c'est qu'ils ont une topologie qui s'appelle la topologie d'Alexandrov. Ils en ont même deux. Et du coup, c'est bon, je passe. Yael? Oui, c'est bon. Allez. Donc, du coup, un truc très pratique avec les possets, c'est qu'ils ont deux topologies. Posset, c'est en partiel, en anglais. Donc, il y a deux topologies. Donc, il y a la topologie d'Alexandrov qui correspond à dire, je vais dire que B est ouvert. Non, pardon. Je vais dire que U à l'intérieur des parties de A est ouvert. C'est quoi A? A, c'est le posset. Pardon. Donc, je vais mettre up et down. Up, un ouvert up dans P de A, c'est si et seulement si. Dès que B, alors, quel que soit B dans A, quel que soit A dans A, A plus petit que B, excuse-moi, ici c'est U up. Donc U est dans A si et seulement si. Pour tout A, U up, alors B il est dans U up. C'est-à-dire, si je représente mon posset comme ça, imaginons que ça c'est mon posset. Un ouvert, ça va être de dire, si je prends un élément, je dois prendre tous ceux qui sont dessus. Donc ça revient à dire qu'il est clos par être au-dessus. Une autre notion, un autre truc qui s'appelle comme ça s'appelle un filtre. Voilà. Et tu as une notion de down qui est pour tous ceux qui sont en dessous. Et ça définit deux topologies. Et un truc assez remarquable, c'est qu'il y a une inclusion. Donc le posset A, il peut s'envoyer, donc je vais appeler ça les ouverts up de A. Il peut s'envoyer dans les ouverts up de A. Ça, c'est l'ensemble des ouverts. Il peut s'envoyer en disant qu'à tout A, je vais lui associer l'ensemble des B qui sont plus grands que A. Et en fait, donc ça, si on l'écrit en termes diagrammatiques, ça veut dire qu'on a un posset A, on a ses ouverts up A. Ici, on a un compteur B qui va dans vect, et je peux faire le push forward. Et donc ça, je vais l'appeler I. Je peux regarder I étoile V. Et ça, c'est la chichification. Comment tu dis? La chichification. Ah oui.
Donc, ça veut dire qu'en gros, sur tous les… Je prends la limite sur tous les… je regarde… attends, je vais pas dire de bêtises. Je regarde tous les A qui sont inclus, tous les A de lui qui sont inclus dans le ouvert, et je regarde la limite. Et c'est ça qui va me donner un faisceau. Moi, c'est comme ça que j'ai défini le push forward. C'est un faisceau. Et en fait, c'est comme ça que j'ai associé à A un faisceau. Et voilà. OK. C'est pour ça qu'on dit chiffre. Alors, on dit chiffre. Bon, on peut les appeler chiffres. Moi, je les appelle plus chiffres parce que c'est donné gratuitement. Mais moi, je les appelle plus chiffres parce que c'est juste plus clair. Enfin, pour moi. Mais eux, ce qu'ils considèrent quand ils considèrent des cellular chiffres, cellular, ça vient de lui. Là, ce que j'ai expliqué, c'est chiffre qui va d'un poset dans vect. Ça pourrait aller dans les modules. Une autre manière de l'appeler, c'est une représentation de poset. Et eux, ils considèrent cellular. Alors, cellular, c'est parce que lui, il est cellular. Le poset, il est cellular. Donc, ça veut dire quoi? A cellular. A est cellular. Si c'est le possède associé à un complexe officiel. Donc, après, on peut revenir dessus. Donc là, ça ferme la parenthèse topologie algébrique. Voilà. Donc, si vous avez des questions, sinon, on peut même reposer un peu. Sinon, on peut continuer direct. Et donc, la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est comment définir un Laplacien qui généralise le Laplacien du graphe pour ces structures-là. Et après, je vais vous parler exactement de la structure des SNN. Shift down le tout. OK. Alors, du coup, pour définir le Laplacien, il faut définir une opération qui s'appelle la différentielle. Donc, rappel, nous, on considère en particulier le graphe. Donc, le graphe G, P de E. Je lui ai associé un poset qu'on va appeler A de G, qui correspond à dire B union E, c'est l'ensemble, ok, des points du poset, et la relation B est plus petit que E, c'est seulement si B est dans E. Donc, un cas particulier de pré-faisceau de poset, c'est pré-faisceau sur les graphes, qui sont des faisceaux parce que on sait qu'on peut les étendre naturellement. Donc, maintenant, il y a une opération qui est intéressante, qu'on peut définir pour les posets aussi, qui est une opération qui s'appelle delta, qui va de la somme directe des… Donc, on va considérer donc, soit moins D qui va de A, de AG dans vect. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le V, c'est simplement un cellular chiffre, comme on a défini avant. C'est-à-dire, rappel, c'est V de E, V de petit v, V de petit e, et ensuite un V de V, E, qui va de VV à VE. Et on va définir une application delta, qui va aller de la somme des V de V dans V dans V, dans V dans V, vers la somme des V de E pour dans 2, et qui va être définie telle que delta de V en E est égal à V de V. Une seconde. Oui, c'est ça. V de. Alors, il faut choisir un ordre. Je choisis arbitrairement l'ordre que je vais associer. Donc, j'ordonne, disons, pour chaque arête. On n'a pas besoin de le faire, mais. Pardon, juste, je recommence. Comment je l'avais défini?
Oui, c'est ça. C'est exactement ça le problème. C'est exactement ça le problème. Donc ici, je suis obligé de choisir un ordre. Donc, je suis obligé d'ordonner les arêtes. Et donc, du coup, ici, j'ai… ça ne dépend pas de mes choix d'arêtes, mais je suis obligé de leur ordonner. Donc, je dis V1, V2. Donc, je peux toujours transformer un graphe non dirigé en un graphe dirigé, si je veux. Peut toujours être associé à un graphe. Donc, on peut aller dans l'autre sens aussi, mais dirigé juste en choisissant arbitrairement un ordre. Donc, pour chaque arête, je choisis un ordre. Et donc là, ce que je vais dire, c'est que je vais définir V de V1. Donc, delta de V. Alors, il y a trop de V. Ici, c'est U. Pardon. Oui. V de V1, E de U, moins V de V2, E de U. Du coup, si delta de U égale 0, c'est équivalent à dire que U de V1 F V de V1 E est égal à V de V2 E. On voit plus là. Tu vois plus parce que c'est moche ou Non, parce que tu as remonté ton écran pour regarder un truc dessus et que du coup la caméra a changé. Pardon. Merci. Merci. Merci beaucoup. Du coup, si delta U est égal à 0, ça veut dire que V de V1 E U UV1, UV2, U de V1 est égal à V de V2, E, U de V2. En gros, ça veut dire que si je reprends mon dessin du graphe, si je vais là, c'est la même chose que si je vais là. Si je prends le futur qui est là et que je le ramène là, il est égal au futur qui était là et que je le ramène là. Et ça ne dépend pas de l'ordre. Mais on a dû choisir un ordre pour définir delta. OK. Petite remarque. Si je veux définir la cohomologie associée à AG, en fait, le vrai delta que je devrais introduire, c'est celui qui va de la somme des V de A pour A dans E union V, et qui va aller dans la somme des choses de la forme A1 flèche A2, l'ensemble des arêtes dans le poset, et une somme directe sur A1, donc ici, pour A dans AG, pour A dans AG, la somme directe PA2 pour A qui sont plus petits, qui sont, pardon, plus grands que A1. Et ici, je vais devoir mettre P, pardon, de A1. Et le delta, il a une définition assez similaire. Delta tilde de V de U en l'arête A2 plus grand que A1, c'est égal à V de A2 moins V de A1, pardon, moins F moins V de moins V de A1, A2, V de A2. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'ici, j'avais que les V, ici que les E. Ici, j'ai V et E. Je peux définir un delta. Et en fait, ce delta-là, c'est une autre différentielle. Et ça me dit la même chose. Quand delta égale 0, ils doivent être compatibles. Alors, la question, c'est maintenant quand j'ai un possède plus général ici, je n'ai pas juste deux, je n'ai pas juste un truc qui est en dessous d'un autre, mais je peux avoir une chaîne de trucs qui sont en dessous, une hiérarchie. Ben, ce n'est pas la même chose sur celui-là. Parce qu'ici, quand je définis, quand je vais étendre A quand je vais avoir A qui est un complexe simplicial, en fait, ce qui va rajouter, c'est ici. C'est-à-dire que je vais rajouter non plus les arêtes, mais les faces. Ici, les faces de dimension 4 et jusqu'à N. Or, pour moi, celui que je viens de définir là, il a directement les faces de dimension N dès le début. Donc, il y a une petite subtilité qui fait qu'il y a une différence calculatoire entre les deux. Alors, donc on va rester sur le premier parce que le premier, c'est celui qui intéresse les personnes qui font des chiffres neural network.
Bon. Si VE, il a un produit scalaire, VE, c'est un espace vectoriel de dimension finie, je peux toujours définir sa transposée. Ça a un sens. La transposée, bah, elle va de E dans grand E, de VE, dans U dans V, de V de V. Alors, une propriété, donc, on va le dire direct, comme ça permet de motiver un petit peu. Alors, surprise, le Laplacien de V, c'est delta, c'est delta transpose delta. Voilà. Là, on pourrait arrêter. On a le Laplacien, on sait ce que c'est maintenant. Le Laplacien, c'est ça. Okay. On va donner une expression explicite du Laplacien. On va faire d'abord une petite remarque. Donc, il y a un truc. Donc, on va dire que delta, il va de C0 de V dans, pardon, de GV. Donc ça c'est la notation, la somme des U dans V de VB, qui va dans C1 de GV. Ça va être la notation pour ce truc-là. Et on va juste dire maintenant, bon, rappelons-le, on a un théorème qui nous dit que l'image de delta, il est en somme directe avec quoi? Le noyau de delta transpose. Similairement, l'image de delta transpose, c'est le noyau de delta, enfin, l'orthogonal. Okay. Pour le champ de produit scalaire. Et donc, un truc assez intéressant, c'est que maintenant, si je regarde delta transpose delta de U égale 0, si et seulement si delta U égale 0. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les formes harmoniques. C'est les trucs tels que si je diffuse, ça fait plus rien. Laplacien de U égale 0, si et seulement si, on a une forme harmonique. OK? Donc là, on commence à voir un petit peu le lien apparaître. Alors, je vous propose d'écrire explicitement ce que c'est que delta, delta transpose. On va le faire ensemble. Je vais peut-être me planter, c'est pas grave. Vous pourrez me corriger. Et après, une fois qu'on va faire ça, on va le faire pour le cas des graphes et montrer pourquoi on retrouve bien le Laplacien du graphe. Parce que rappel, un graphe, c'est simplement un cas particulier de faisceau sur le graphe où on a les fonctions f qui sont identités. Donc, un autre rappel. Pour un graphe G égale VE et V qui a chacun des E associe R et à chacun des V, E dans E, V dans V associe R et pour V dans grand E, V de E qui va de R dans R, c'est l'identité. Alors, ça on va le montrer, Laplacien de V, c'est égal au Laplacien du graphe. Laplacien du graphe, rappel, c'est quoi le Laplacien du graphe? C'est la matrice de degrés moins la matrice d'adjacence. Jusque-là, ça va, Yael? Bah, c'est pas un rappel? Non, ça c'est un rappel. Ah, C'est une proposition. ok. Un exercice. Donc, on va calculer ce que c'est que delta, delta transpose. Donc, on a dit delta de V, c'est égal, donc en E, c'est égal à, donc on a choisi un ordre. Donc, c'est égal à V, V1 de E, U, V1, moins VE, V2, U, V2. Alors maintenant, comment est-ce qu'on calcule la transposée? Ah, c'est pas évident ça. On va écrire un produit scalaire.
Donc, donc, on va définir un produit scalaire, quel que soit, disons, U dans C1 de G de V et V et U1 dedans. On définit U1. Alors, on suppose qu'il y a un produit scalaire pour chacun des VA, d'accord, sur chacun des espaces vectoriels, un des PE. C'est la somme pour eux dans le groupe E de UE, U1, E. Similairement, pour U1 dans C0 de G de V, on va dire que U1, c'est la somme pour V dans le grand V de U de V, U1 de V. Donc la transposée correspond simplement à réécrire l'expression, soit U1 U dans C1, U dans C0, U dans C1. U1 delta de U, c'est égal à la somme sur E dans grand 2 de U1 de E, delta de U en E. C'est donc la somme. Ici, il y a un produit scalaire implicite. Okay. Mais je vais le noter comme un point. En fait, pour chacun des espaces VE, j'ai un produit scalaire. Mais je vais le noter comme un point. Donc, c'est juste. Parce que c'est juste plus simple. Alors, par exemple, on pourrait faire ça. Enfin, il y a une raison qu'on peut faire ça. Mais ok. Mais c'est juste, on va jamais mélanger U à gauche et U à droite. Donc ici, on a U1E. Et donc ici, j'ai donc la F, donc V bien E. Donc ici, c'est V1 de E. Hein. U V1 moins VE, V2 de E, U, V2. Donc c'est égal à la somme sur le nombre 2, je découpe en 2. U1 de VE, V1 de E, U de V1, moins la somme des E dans le groupe 2, U1 de E. Alors, est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi? Non, je suis en train de faire rapidement. Alors, juste une seconde. On va faire comme ça, même si c'est plus pédestre. OK. Donc, V de E, U de V2. Alors ici, je remarque que j'ai ce truc-là. Ce truc-là, c'est la même chose que VE, V1 de E, transpose appliqué en U1 de E. Point U de V1. En fait, rappelons, ça, c'est un produit scalaire. Ça, c'est U1 de E, VE, V1 de E, U de V1. Et ça, je peux toujours, comme je suis dans V2, faire le produit scalaire et me ramener à la transposer, qui est maintenant dans. Il est dans quel espace? Donc là, c'est le produit scalaire qui était dans V2. Et là, ce produit scalaire, il est dans quel espace? Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Donc lui, il est dans V2, V1. Est-ce que c'est possible de baisser l'écran, s'il te plaît? Pardon. Merci. Ici, on a U de on a dit V1 de E. Tac. Et lui, il est dans V1 de E. Pardon, V de V1 de E. Et on ne voit pas le T. Le T, Tu transposes là. et il y a un T, bien sûr. C'est parce que je préfère le café. Ah. Il n'aime pas le café, Gaël.
Donc, c'est un D. Bon, mais je me rends compte que les notations que j'utilise, qui sont bien pratiques pour les possèdes, le sont probablement moins que celles que eux ils ont introduites, parce qu'ils n'utilisent pas cette notation, pour les graphes. Et donc, je me rends compte dans le besoin qu'effectivement, leur notation est peut-être un peu meilleure que la mienne. Elle a beaucoup d'indices pour. C'est mon plus. Ok, soit. Au moins, tout est exprimé explicitement. Donc, ici, on va écrire, on a la somme des E. Et donc, on a V de E, V1 de E transpose. Et ici, on a U1 de E, point U de V1 de E, point la somme des E dans E, V2 de E, transpose E, U1 de E, point U de V2 de E. Oui. Alors maintenant, je vais regarder l'image. Je veux ramener ça à quelque chose qui est de l'ordre du produit scalaire de V transpose U, 1, U. D'accord. Comment est-ce que je peux faire ça? J'ai pas compris pourquoi tu veux faire ça. Ah, parce qu'il faut que j'ai une expression explicite. Là, je veux l'expression de V1, VE de E, U1 de E. Enfin, je veux juste que ce soit dans l'image, que ce soit un truc qui dépend de V, quoi. Ah oui, parce que tu es en train de dire en fait que U1, que Laplacien de U, en fait, que delta U, c'est le Laplacien de U, en fait. Non, Non? non. Le Laplacien, c'est delta transpose delta. Je suis en train de définir delta transpose, en fait. Oui, mais je croyais que tu disais On peut que. calculer ça. Delta transpose delta, et je suis en train de calculer delta transpose. Ah, d'accord. Mais tu n'avais pas dit que delta transpose delta, dans ton cas, c'était juste delta? Delta Non? de U. Non, c'est pour les harmoniques, c'était la définition des harmoniques, c'est ça que tu disais. Oui, ça c'est vrai, oui. Ah, d'accord, ok. Mais là, a priori, ils sont pas harmoniques, eux. C'est ça. Donc, toi, ce que tu veux, c'est identifier le Laplacien avec la matrice qui était diagonale moins, ou identité moins Voilà, l'adjacence. exactement. C'est exactement ça. Donc, du coup, tu veux d'abord avoir une expression de delta transpose delta et après identifier ce que c'est quoi. C'est ça. Et là, je suis juste un peu stressé, mais alors attends. C'est Mais pas alors, trop. le truc, c'est que tu as oublié ce qu'il fallait faire, c'était peut-être pas l'appliquer sur U1, mais sur l'appliquer sur delta U1 en fait. Parce que là, tu viens de faire delta transpose, mais si tu veux faire delta transpose delta, ça veut dire qu'il faut que tu l'appliques pas sur U1, mais sur delta de quelque chose pour Ah, que mais ça. je veux quand même faire les trucs directement et donner l'expression de delta transpose. Parce qu'en général, ils ne le font pas. Ah, donc toi, tu vas avoir une expression fermée pour delta Ouais, je transpose et peux après, pas. tu la composeras avec delta. OK. Ah, exactement. Et donc, je vais juste écrire ce que c'est, faire le truc pédestrement. Et je l'ai déjà fait, Hmm. il n'y a pas de problème, mais je suis en train de stresser. Attends. Donc, V1 de E. Donc, là, il y a somme sur tous les E. Voilà, c'est ça. OK. Donc, euh, c'est un peu violent. Mais donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va changer l'indice sur V1. Donc, on va faire la somme en prenant le premier terme. Ouais, c'est vraiment pédestre, hein. Donc, on fait la somme sur les V1. Et puis maintenant, on va sommer sur les V2 qui sont dans le bord de V1. C'est-à-dire pour lequel il y a une arête qui va vers V1. Ok. Et on va dire que c'est une arête dirigée, puisqu'on a dirigé le graphe. Ok. Et donc ici, Donc on a. là, tu es en train de traduire la somme sur tous les edges, en fait. C'est ça. Donc je suis en En train de disant, je fixe V1 et puis après, je regarde les edges qui sont attachés à V1 et je les définis dire. par les V2 qui sont de l'autre côté. C'est ça. C'est V, union disjointe. Alors, c'est plutôt l'union disjointe sur les V.
c'est l'union disjointe sur les V dans le grand V, des V2 tel que V1 flèche V2 dans mon graphe V. Ok? Ça, je peux le faire. Pas de souci? Ok. Donc, du coup, ici, j'ai la somme. Donc, ça, j'appelle ça juste le bord de V1. Donc, j'ai V1, V2, le bord de V1, VE. Donc, ici, j'ai P1 paire V2, V1 transpose. Donc, U1 de V1 vers V2, U de V1. Ça, c'est le premier terme, ce terme-là. Okay. Donc, j'ai la somme sur les V1. Et donc là, j'ai une somme sur V2, telle que V2, V1 bas vers V2, de V1 vers V2, V1 transpose, U1, V1 vers V2, point U1. Et maintenant, j'ai l'autre somme, qui est aussi une somme sur V1, mais ici, moins maintenant, la somme. Alors là, il va y avoir V2, V2 qui va vers V1. Tac, tac, tac. V2, alors, je ne vais pas dire de bêtises, V2, V1, V2, V2 transpose. C'est ça. Donc ici, c'est V2 vers E. Non, non, je suis en train de me planter. C'est peut-être le bon moment pour s'arrêter, vu que ça fait Ah, non, 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 non. 1h45. Oui, bah, attends, juste une seconde, parce que je ne suis pas en train de. Enfin, c'est juste. Ça m'énerve. Donc, attends, juste V2, V2E, c'est pas un truc compliqué. Donc, V2E vers. Voilà, dit V2. Donc, le deuxième, on fixe U1, V2, V2. V2, donc c'est le deuxième pour eux. Donc, ça veut dire c'est V1. Donc, ici, c'est bien V1. Ici, c'est V1, U1 de E, point U de V1 de E. Donc, ici, tout ça, ça se factorise en U de V1 de E. Okay, donc la différence ici, un transpose, c'est qu'ici, le V1, il apparaît là, et là, la différence, c'est que le V2, il apparaît là. D'accord? Il y en a un, le V1, il est au début, ici, le V1, il est à la fin. Donc, il y en a un qui tue. En gros, ici, j'ai V1, V2, j'ai mis un ordre, lui, il va dans E, les deux, ils vont dans E, mais jusque dans le premier, c'est celui-là que j'ai choisi, dans le deuxième, c'est celui-là. Et voilà la différence. Ça, c'est delta T. Delta, ça, c'est delta transpose. Donc, ici, on a bien retrouvé que delta transpose. Donc, ça, c'est l'expression ici, de delta transpose de U en V1. Et là, je vais vous mettre l'expression de delta transpose, qui est le Laplacien. Et vous pourrez du coup, effectivement, là, on pourra le faire la prochaine fois. On laisse le temps à la question. Donc, pour les questions. Donc, OK. Vous me dites, c'est bon? Donc, l'expression de delta transpose qu'on obtient, c'est on développe tout. Donc, lui qui lit en C0 de G de V, c'est égal à la somme des. V, c'est égal à la somme de toutes les arêtes. C'est la somme de tous les arêtes telles que V, il est dedans. De V, V, E, V, V, E, V,
transpose. Donc, on a choisi l'ordre, mais on est revenu. Enfin, là, il y a une seule manière de faire, quel que soit l'ordre qu'on a fait, puisqu'en fait, voilà. V transpose moins la somme. Et donc, cette fois, c'est et dans E, donc c'est la somme, donc j'ai ça, et c'est la somme des V1, indépendamment que, donc c'est la somme des V1 tel que V1 est dans E. Et donc ici, on a V1 de E, c'est là où on perd l'ordre, V transpose V. Et V, c'est U ou parce qu'à gauche, c'est delta transpose delta de U en petit v. Il y a un petit U à gauche qui apparaît pas à droite, en fait. C'est U ici. Mais alors, grand V, c'est petit v, alors. Hein? Non? V, il est là? Ça, c'est petit v. Oui, il est là. Donc, c'est grand V égale petit v. OK. C'est un V majuscule à droite et un V minuscule à gauche. C'est pour ça que je pose la question. OK. Et ensuite, ici, une seconde, UE. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. V1, voilà, c'est ça. Voilà, 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 très bien. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Exactement, c'est ça. C'est bon, c'est ça l'expression. C'est-à-dire qu'en gros, ici, tu as. Donc, dans le premier terme, tu vas juste, si tu veux, donc, prendre toutes les arêtes, passer dedans et revenir. Et dans le deuxième terme, tu vas juste regarder. Mais moi, je suis pas certain, là, parce qu'en fait, ta somme, elle est sur les petits v. Ouais, mais ici, tu vas prendre V1. Ah, non, mais pour les indices, là, la somme, c'est sur les edge. Ah, Attends. tiens, c'est comme ça, c'est comme ça. Et la somme, c'est sur les V1, ici, c'est sur les E. Alors, attends, la somme, elle est sur les E. Et E, tu c'est prends tous tous les les V1 qui sont voisins de V. Alors, tu prends tous les E qui sont qui contiennent V. Voilà. C'est ça que tu as écrit. Fais un Et passage. maintenant, ouais, mais attends. Quand tu prends un E qui contient V, là, si je regarde juste la notation à gauche, là, tu fais delta transpose delta de U. Et tu dis, ça appartient à C0 de GV. Donc, ça veut dire que U lui-même est dans C0 de GV. Delta transpose delta U appartient à C0. Et U aussi. U aussi est dans C0 de GV. U, il est dans C0 GV. D'accord. Donc, ça veut dire que U, il mange du E. Donc, comment ça, U, il mange U? U, il mange rien. Bah si, c'est une fonction. C'est une fonction, elle prend un élément de G, crache un élément de V. U, elle prend un élément V. U, elle va de V dans R. Enfin, elle va de V dans. Elle va de G dans V. C'est une collection. U, c'est une collection de V pour V dans grand V. Une collection de vecteurs. C'est ça. Donc, c'est des U de petit V. Donc, du coup, là, moi, j'ai l'impression que ta notation, je ne sais pas ce que c'est le VE en fait. VE, c'est le truc dont on a dit, c'est le foncteur en fait. C'est donc VE, c'est. Parce que moi, j'aurais plutôt noté U en fait. C'est U qui est une sorte de foncteur. Parce que c'est U qui prend des edges. Non, U, c'est pas un foncteur. U, c'est juste un vecteur.
si tu veux, c'est juste les fonctions pour chacun des nœuds. Donc, on a dit, regarde, on a dit, donc, à chaque fois qu'on a un nœud qui appartient à une arête, on met un foncteur grand V qui va de V dans E, qui va de grand V de V dans VE. Donc là, le grand V, parce que Le le problème, foncteur. c'est qu'à gauche, il y a aussi un V. C'est ça qui n'est pas clair dans ta notation à gauche. J'appelle ça F pour foncteur. Non, mais ça, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est le petit v qui est à gauche après delta transpose delta U, parenthèse petit v. Delta, delta transpose, le petit V qui appartient à un grand V. Si tu veux, je suis en train de regarder par coordonnées. Ah, c'est un élément de grand V. Ok. C'est ça. Ok, parce que ça pourrait être un vertex aussi, parce que tu as aussi un petit v pour Non, V mais appartient à E. Ah, ok, j'ai compris la confusion. C'est parce qu'en fait, je confonds. J'ai utilisé 2 fois la notation V pour Oui. vertex. D'accord, donc bon, je vais appeler F. Oui, effectivement, j'ai compris. Non, donc petit v, c'est un élément des vertex. D'accord? V et E, c'est égal à grand G. D'accord. Mais alors là, pourquoi tu fais pas un petit v que tu mets là-haut alors? Attends, on va regarder ensemble. Donc ici, là, tu as F, Non, VE. mais en haut, dans ta notation, en haut à gauche, c'est pas un petit v qu'il faut mettre. À Donc, gauche lui bien sûr égal. que À si, gauche lui égal. un petit v, bien sûr que si. Mais c'est pas le même petit v, c'est pas un élément, c'est pas un Un vertex. vertex. C'est un vertex? Mais oui, Mais le foncteur, là, quand tu écris grand F, tu as dit que c'était un vecteur. on réécrit tout. On réécrit tout. Donc ici, je vais juste garder ça. Ça, c'est bien. Donc, F, il va de V union disjointe E. Si c'est un foncteur d'Arvect. Donc, c'est-à-dire avec la relation donnée par l'inclusion, par l'appartenance. Donc, F de V, c'est un espace vectoriel. F de E, c'est un espace vectoriel. Et si V, il est dans grand E, enfin dans petit e, pardon, tu as une fonction f de v de E qui va de f de V dans f de E. C'est juste un foncteur. Okay. Mais ce foncteur-là, il est nul. Je le vois apparaître nulle part dans cette histoire-là. Si f, il est associé à delta. Si tu veux, Ah, c'est le delta F. Ok, ouais, c'est ça. ok, ok, Voilà. ok. Donc, Donc, delta f, lui, il va du C0 des complexes des cochaines degré 0, on s'en fout, mais de C0 de G de F dans C1 de G de F. Et delta transpose, il va dans l'autre sens. d'accord. Mais C0, c'est en fait l'ensemble des V. On voit rien avec Des l'écran là. fonctions Il qui faut sont baisser l'écran. indicées, Il faut baisser l'écran. qui sont indicées dans V. C'est l'ensemble des fonctions qui sont indicées sur V pour V dans. Si tu veux, ça, c'est la somme directe sur V, dans grand V, de F de V. Et C1, Ok. c'est la somme directe pour E dans grand E. Ok. Et alors, du coup, là, maintenant, il est trop bas ton écran parce qu'on ne voit plus la formule d'en haut. Voilà, là, c'est bien, on voit tout. Donc, là-haut, il y a U et V. U, c'est une section de C0 et petit v, c'est un vertex. OK? Donc maintenant, FE, il va de FV dans FE. Donc, OK. Et après, on a FE transpose qui va probablement dans l'autre sens. Donc ça a du sens. Moins. Et après, là, c'est quoi qui se passe à droite? Là, c'est un peu trop effacé. Donc, tu prends tous les V1 qui sont dans le bord de V Ouais. Ah, c'est ça. OK. et tu les ramènes dans V. D'accord. OK. Et ça, c'est la matrice d'adjacence à droite et à gauche, c'est Ah, l'identité. ça, c'est le degré, en fait. Dans le cas où le foncteur Ah, de quantité, c'est le degré. OK. Et donc là, tu retrouves D moins A. OK. Voilà. Et donc voilà. Donc, bon, ça a été long. Désolé. J'aurais pu faire mieux. Du coup, on a défini le Laplacien de F. Et alors, je vous mets juste la formule de ce que c'est qu'un SNN pour être complet pour aujourd'hui.
Mais alors, ce qui est étrange, c'est que là, le Laplacien, il est défini comme un Laplacien, c'est-à-dire un delta transpose delta. C'est ça. Mais à droite, c'est un Laplacien discret sur le graphe qui n'était pas introduit comme ça. Si, tu peux le Ah, définir comme ça aussi. mais à la base, il a été introduit par genre discrétisation du Laplacien sur les variétés ou un truc comme ça, non? C'est Bah, pas tu as comme ça l'histoire? toute une notion de théorie de Hodge discrète et trucs comme ça. Je ne sais pas comment il a été introduit à la base, mais en fait, c'est la Ok, même chose. C'est bien delta, ok, delta. Ça. d'accord. En fait, tu peux regarder la cohomologie des graphes, juste des représentations de graphes constants. Donc, c'est Mhm. exactement les graphes avec R et l'identité partout. Et après, tu peux regarder pour les représentations de graphes non constantes. Donc, Ok. des foncteurs, enfin, exactement ce genre de truc, quoi. Et enfin, tu peux même faire tout un cours sur juste pour introduire facilement enfin, mieux enfin, disons plus clairement et rapidement la cohomologie, enfin, l'algèbre commutative sur les graphes, en fait. Ok, parce qu'il y en a. Non, mais moi, ce que je te disais, c'était aussi si tu vois un graphe comme une variété, tu vois, si tu le plonges, Ouais, non, ouais, là, tu peux commencer à faire de la géométrie. ouais. Et peut-être que c'est une autre façon d'avoir le Laplacien. Alors, pour, Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Et en gros, la question, c'est le plongement. Donc, si tu veux le faire en termes de data science, c'est-à-dire qu'il faut regarder une sorte de noyau. Et parfois, tu peux avoir des méthodes d'un noyau qui sont. Enfin, tu peux avoir des sortes de noyaux comme noyau au sens RKHS avec une structure de graphe. Et du coup, ça te donne une notion de ce que c'est que la structure géométrique du graphe. Et après, tu as une autre question qui est juste topologique. Alors, je ne sais pas si la cohomologie définie. Enfin, en fait, essentiellement, si tu veux, le graphe que tu vois là, c'est le complexe simplicial associé au graphe. Sa cohomologie, c'est la cohomologie du complexe simplicial associé au graphe. Mhm. Donc, du coup, normalement, si tu as un espace qui est recollé suivant ce graphe, il est la même. Enfin, c'est le dual. Donc, c'est associé à. C'est la cohomologie, donc, parce que tu as regardé des fonctions. Mais l'équivalent géométrique, l'équivalent topologique, c'est l'homologie simpliciale. Et après, donner d'autres structures topologiques au graphe, je ne sais pas. Mais probablement. Enfin, pour moi, c'est pas clair à quel point l'homologie du poset et l'homologie du graphe sont les mêmes, en fait. Au sens la manière dont enfin, le sens que tu donnes à l'homologie du graphe, justement. Parce que l'homologie du poset enfin, le graphe, il peut avoir plusieurs interprétations. Et je ne suis pas convaincu, mais j'en sais rien. Enfin, je me rappelle d'avoir fait des vieux calculs où l'homologie du poset et du graphe, c'était pas la même chose. Mais c'est moins clair pour moi dans ma tête maintenant. Donc, du poset associé au graphe. Et Ok. peut-être pour des gens qui ont l'habitude, ils vont me dire que c'est trivial, c'est possible. J'ai juste des notions, oui. Ça fait longtemps. Et donc, du coup, je vais vous donner la formule du Shift Neural Network et puis après, on s'arrête. Enfin, si vous voulez, on peut même. Je vous mets juste la formule. Euh, donc, un layer du Shift Neural Network. Du non-linéarité ponctuelle. Donc, je vous le mets sous la notation qu'eux, ils utilisent. Laplacien pour un certain faisceau, identité fois des fois, la matrice de données et des fois. Et les deux fois sont apprenables. Alors pourquoi? Parce que X, il faut le voir comme un. Donc, grand X, c'est un petit x qui dépend de V, qui a une donnée qui a un indice K pour la dimension, donc en gros, enfin, en gros la dimension dans laquelle il vit, et une dimension de features, F. Le premier WI fois W1, c'est simplement quand il agit sur X, c'est juste quelque chose de la forme, la somme de W1, K, K', K', XV, KF, d'accord? Et le deuxième, Non. C'est quoi? un Il vit où, K? K, il vit dans un D, Où et T, F, c'est la dimension Ok. c'est ça. Et du coup, XW2, c'est leur notation, mais ça veut juste dire XW2. Donc si je le mets en indice, ça c'est la même chose, c'est X, V, K, F.
égale XV. Ouais. C'est pas beau. XW2V KF, c'est la somme sur F, prime W2 F, F prime X, V, K, F prime. Et là, on a tout pour comprendre. Et ça, c'est un layer. Et l'évolution du layer L au layer L plus 1. OK? Donc là, on a vu la Shift Neural Network, un layer. Donc après, on compose. Et donc là, on a l'architecture. Et donc, on a essentiellement fini la première partie du talk, enfin du truc, du présentation. Alors, une petite indication, dans le premier papier, Shift Neural Network, ça, c'était un truc qui était toujours fixe. Là, ça va, dans les versions qui marchent, ça évolue avec les L. C'est quoi les L? C'est les layers. Layer. Et il est appris. Donc, en fait, ici, l'avantage, c'est que soit on fixe F et on a un a priori terrain, ça arrive, un a priori sur les données, soit on l'apprend. Alors, en général, c'est appris par un réseau de neurones. Voilà. Et moi, donc la prochaine fois, bon, bah, je pourrais présenter ce que je fais dans le cas bayésien, qui est une extension du belief propagation, comme ce que disait Yael, sur lequel Olivier a travaillé, a fait sa thèse, en le formalisant dans un cadre topologique. Et moi, je regarde une extension, donc je peux vous dire quelques mots. Peut-être la Non. prochaine fois. Ok, la prochaine fois. Voilà. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ok. Vous avez des questions? Tu as des questions? Non, non, merci. Bah, merci à toi. Je vais couper le recording.